En moins 400 avant Jésus-Christ, la ville d'Athènes est ruinée. La guerre les a liquidés de toutes leurs richesses, la construction du Parthénon a coûté plus de 12 tonnes d'or, et une ville qui était il y a pas si longtemps l'une des plus grandes puissances du monde, croule sous les dettes, obligée d'emprunter aux citoyens riches, ou même de prendre le trésor sacré de ses temples pour payer ce qu'elle doit. La disparité entre les pauvres et les riches s'aggravait, le gouvernement était de plus en plus corrompu, et la ville a plongé dans une spirale infernale, jusqu'à la descente aux enfers. Les chiffres que vous voyez évoluer ici, c'est l'augmentation de la dette américaine en temps réel. Depuis que j'ai commencé cette vidéo, les États-Unis ont augmenté leur dette de 1,5 million de dollars. Les États-Unis, détenteurs de la monnaie de réserve mondiale, croulent sous la dette, qui représentait 980 milliards de dollars en 1980 et qui vaut maintenant 34 billions de dollars en 2025. Les États-Unis ont une population d'environ 333 millions de personnes. Pour rembourser complètement la dette, chaque citoyen devrait mettre plus de 100 000 dollars. Le problème, c'est que cette dette est une bombe à retardement et que les États-Unis ont franchi le seuil où elles peuvent réussir à la mettre sous le tapis, voire à la rembourser. Et elles ne peuvent plus juste rembourser leur dette, ce qui veut dire que la situation dans les prochaines années ne peut qu'empirer. Est-ce que ça peut entraîner le même schéma que pour Athènes? Qu'est-ce qui va se passer quand les États-Unis ne pourront plus payer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi les États-Unis ne peuvent plus repayer leurs dettes, il faut revenir sur la base. Un pays, comme une entreprise, a des revenus et des dépenses. Les États-Unis sont la puissance qui contrôle l'émission de la monnaie de réserve mondiale, le dollar. C'est très confortable au début, mais maintenir un statut de première puissance, ça coûte cher. Très cher. Le budget militaire des États-Unis, il est de 800 milliards de dollars par an. Et au bout d'un moment, on se retrouve dans un schéma où les dépenses sont plus fortes que les revenus. Donc comment on fait quand on doit payer 100 dollars mais qu'on n'en a que 70? On emprunte, on émet de la dette. Si un gouvernement a besoin d'argent, il va créer et vendre une obligation. Cette obligation, c'est un papier qui représente une dette. Je peux acheter une obligation à 1000 dollars que les États-Unis vont utiliser pour payer leur dette, et derrière, ils s'engagent à me rembourser et à me payer des intérêts. Plus l'obligation est longue, plus le rendement va être élevé, car je prête mon argent pendant une longue période. Actuellement, par exemple, les obligations sur 10 ans ont un rendement d'environ 4,5% par an. Et même si les particuliers comme vous et moi peuvent acheter des obligations, c'est surtout les pays qui en achètent. Des pays comme la Chine, le Japon et le Royaume-Uni. Les pays étrangers détiennent au total 30% de la dette américaine. Et rappelez-vous, la raison pour laquelle un gouvernement s'endette, c'est parce qu'il dépense plus que ce qu'il ne gagne. Donc si un pays dépense 6 billions par an mais génère 4 billions, il doit vendre pour 2 billions, 2000 milliards d'obligations s'il veut survivre. Maintenant, regardez la charte du déficit américain depuis 2000. Vous en pensez quoi ? La dernière fois que les États-Unis ont généré un surplus, qu'ils ont gagné plus que ce qu'ils n'ont dépensé, c'était en 2001. Et c'était déjà une situation exceptionnelle. Toutes les années depuis sont en déficit. Donc, tous les ans, les États-Unis doivent créer et vendre de plus en plus d'obligations et trouver des gens qui pourraient avoir envie de les acheter. Mais imaginez que vous avez une dette de 1000 € à quelqu'un de votre famille. Soit vous gardez votre mode de vie, voire vous l'augmentez et vous réempruntez chaque année plus d'argent pour rouler votre dette jusqu'à ce qu'il y ait un gros problème. Soit vous diminuez votre mode de vie, vous diminuez vos dépenses pour réduire le déficit et pouvoir le rembourser. Si on décortique les dépenses américaines, est-ce qu'ils peuvent pas réussir à rembourser leurs dettes comme ça? Soit en dépensant moins, soit en générant plus. Le gouvernement américain, il a généré 4,5 trillions sur la dernière année. 51% vient des taxes, des impôts, 34% vient de la sécurité sociale et des assurances maladie, 9% vient des taxes d'entreprise et le reste vient de quelques autres trucs un peu random.
Maintenant, si on regarde les dépenses, 21% vient de la sécurité sociale, 14% des assurances maladie, 13% des intérêts de la dette, bah ouais, il faut bien les payer les intérêts des mecs qui nous financent, 13% de la santé, 13% dans la défense, 11% de la sécurité intérieure et quelques autres trucs. Bon, maintenant, on compare. On peut essayer de gagner plus, peut-être en augmentant les taxes d'entreprise, c'est ce que Trump essaie de faire en ce moment avec les fameux tarifs pour inciter les entreprises comme Apple à rapatrier leurs profits aux États-Unis. Mais le problème, c'est que ça crée de belles tensions commerciales. Est-ce qu'on n'augmenterait pas les impôts encore? On augmente le prix des soins aux États-Unis? Non, c'est galère. On va plutôt essayer de dépenser moins. Mais on coupe quel budget? L'armement? La santé? Sachant que les intérêts de la dette ne font que d'augmenter année après année, on est dans une spirale infernale. D'un côté, on peut pas diminuer le déficit, mais le pire, c'est qu'il va devenir de plus en plus haut. Donc, plus de déficit, plus de dettes, plus d'intérêts à payer. Et la spirale ne s'arrête jamais. En 2025, les États-Unis vont payer 952 milliards de dollars juste en coûts d'intérêt, et on franchira la barre des 1000 milliards en 2026. La dette représente maintenant plus de 120% du PIB américain. On est à un stade de non-retour. Quand la dette atteint un trop gros pourcentage du PIB ou de la masse monétaire totale, le fait de vouloir la réduire nominalement, donc en essayant de la rembourser, ou en réduisant brutalement les dépenses publiques, ça devient absolument impossible. Ça entraîne une énorme concentration économique, il y a moins d'argent qui circule, la demande diminue, le chômage augmente, l'État va collecter moins d'impôts, donc la dette publique augmente, et on a une hausse relative du poids de la dette, parce que oui, ok, la dette diminue un peu, mais le PIB aussi. Donc en proportion du PIB, puisque la dette et le PIB sont très reliés, on se retrouve avec une dette qui pèse de plus en plus lourd. Ray Dalio, l'un des gérants de fonds les plus forts de l'histoire, a développé l'idée que la dette suivait un cycle à court terme, sur environ 10 ans, avec des endettements et des désendettements, mais aussi un cycle à long terme. Le cycle durerait plusieurs décennies et il se développerait en 4 phases. La phase d'accumulation, les pays empruntent de l'argent pour financer leur croissance, les dettes sont gérables puisque les revenus grandissent plus vite que les intérêts, les taux d'intérêt sont bas, tout va bien. La phase de maturité. La dette commence à atteindre un niveau quand même assez élevé par rapport au PIB. La croissance ralentit, car on a de plus en plus de part des revenus qui est consacrée à rembourser la dette et à payer les intérêts. On baisse les taux et on imprime de l'argent pour stimuler l'économie, mais on augmente encore la dette. Arrive ensuite la phase de surendettement. La dette par rapport au PIB devient insupportable. Les prêteurs perdent confiance et les gouvernements cachent sous le tapis en monétisant la dette, en imprimant toujours plus d'argent pour venir la diluer. Puis, la 4e phase. La 4e phase, elle est assez différente en fonction des choix qu'on va faire. Soit on procède à une phase de désendettement ordonné, on diminue le déficit en augmentant les revenus ou en diminuant les dépenses, ce qui est impossible dans notre situation, soit on rentre dans une nouvelle économie. Une économie basée sur l'inflation. On ne peut pas diminuer la valeur intrinsèque de la dette, mais on peut la diluer en diminuant sa valeur perçue, en imprimant de l'argent. Non, attention. Si on est un bon banquier central communiquant proprement, on dit plutôt en optant pour une expansion massive de la masse monétaire, en imprimant de l'argent. Sauf que imprimer de l'argent, ça va créer de l'inflation. Mais l'inflation érode la valeur de la dette. On garde la même valeur, mais on a plus d'argent parce qu'on vient d'en imprimer. Donc on l'injecte dans l'économie et regardez, waouh, le PIB augmente, les salaires aussi. Et finalement, regardez le poids de la dette par rapport au PIB. Elle diminue. C'est comme si j'avais un jardin blindé de mauvaises herbes. Elles sont devenues tellement grandes que je peux quasiment plus les arracher. Au lieu de mettre mes gants et de passer des après-midi de merde, je vais prendre mon tuyau, planter des nouvelles plantes, arroser comme un malade mental et attendre que mes plantes couvrent les mauvaises herbes. C'est littéralement une bombe à retardement. Les gens ont tendance à blâmer la banque centrale et compagnie d'imprimer de l'argent quand la dette devient trop massive, sauf qu'on arrive à un stade où ils ont juste pas le choix de faire ça. La vraie erreur, elle est faite des années plus tôt, des décennies plus tôt, quand on a une politique monétaire extrêmement souple pour permettre aux gens d'emprunter de l'argent, d'emprunter trop d'argent. Ça vous rappelle rien? That's my quant. Your what? My quantitative. On a un stade où on n'a plus le choix que d'imprimer de l'argent, on ne peut juste plus faire autrement. Si on le fait pas, on fait quoi concrètement? Bon, on essaye de rembourser la dette, ok. Donc on diminue les dépenses publiques, les investissements, les crédits, on augmente les impôts, la liquidité va diminuer, donc le prix des actifs aussi. On aura moins de jobs, des entreprises qui déposent le bilan, donc moins d'impôts qui sont payés au gouvernement, donc moins de programmes sociaux parce qu'on peut pas les payer, et on tombe dans une sorte de spirale déflationniste horrible qui peut normalement être une phase nécessaire à un cycle normal de désendettement pour repartir un petit peu plus fort, mais
c'est juste pas possible à mettre en place dans les conditions où la dette représente des centaines de pourcentages du PIB. On peut rajouter à ça un peu de géopolitique, où si moi j'essaie de faire ça, mais que mon voisin lui il imprime de l'argent, à court terme la différence elle va être colossale, et des grandes nations comme les États-Unis qui doivent montrer de la puissance ne peuvent juste pas se permettre ça. Donc les banquiers centraux impriment plus d'argent parce que sinon, on va aussi savoir que c'est leur décision qui a fait plonger le pays dans une spirale déflationniste très désagréable. On peut saupoudrer le tout d'un petit peu de politique, parce que si on essaie de mettre en place 5 ans de politique de désinflation, au bout d'un moment, quand les habitants ils vont voir qu'il n'y a plus de programme de relance, plus de travail, plus rien, ils vont faire quoi? Ils vont voter pour les politiciens qui promettent une relance. Une économie ne peut pas s'effondrer tant qu'on a du nouvel argent à imprimer. Vous avez déjà entendu les phrases « les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres ». À la fin d'un cycle d'endettement à long terme, c'est exactement ce qui se passe. L'argent circule mal et les richesses restent concentrées tout en haut de la pyramide. Les riches deviennent de plus en plus riches parce que les actifs prennent de la valeur, la bourse, l'immobilier, les salariés et les classes moyennes voient leurs revenus stagner puisque l'argent ne circule plus uniformément dans l'économie. Comment on arrête ça ? On imprime, et la dette augmente. Ok, mais ça se finit comment? Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne peut plus créer de la dette? Normalement, il y a un plafond. Le problème de ce plafond, c'est qu'il a été remonté littéralement 100 fois en plus de 100 ans. C'est pas du tout la première fois qu'on a un cycle long de la dette. Ils ont fait quoi par exemple à Athènes? Solon, le leader de la ville, a dévalué la monnaie en mélangeant le cuivre à l'argent. Il a réduit toutes les dettes, annulé les intérêts d'hypothèque, mis un impôt 12 fois plus haut pour les riches. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant aux États-Unis? Bien sûr que non. Donc, c'est quoi les issues concrètement? Historiquement, il y a toujours eu 4 issues pour sortir de cette situation. Le premier scénario, c'est une inflation élevée permanente, où la monétisation massive de la dette vient éroder la valeur du dollar, réduire le pouvoir d'achat sans atteindre le stade d'hyperinflation, comme dans d'autres pays, puisque les USA contrôlent l'émission du dollar. Les banques centrales impriment encore, la masse monétaire et l'inflation explosent et on dilue la valeur de la dette, mais on perd petit à petit confiance en la monnaie, les prix augmentent, le dollar perd petit à petit son statut de réserve mondiale, même si ça peut prendre énormément de temps. Le deuxième scénario, c'est une réforme monétaire brutale, un changement de système. On introduit une monnaie numérique de banque centrale, on fait un nouveau Bretton Woods, où on crée une sorte de monnaie supranationale qui serait souveraine dans plusieurs pays, ou alors un panier de monnaie. Le troisième, c'est un défaut souverain, une restructuration forcée de la dette. Un État ne peut plus payer sa dette, les créanciers subissent des pertes et la monnaie est dévaluée. Un défaut souverain, c'est très peu probable pour les États-Unis, mais une restructuration partielle n'est pas à mettre de côté. Et enfin, le dernier scénario, une sorte de stagflation. Un scénario un peu comme au Japon, globalisé, avec une dette infinie, une faible croissance et des taux qui sont bloqués bas. La Fed pourrait alterner entre un resserrement et un assouplissement monétaire, alors que les déficits persistent, en achetant des bons du trésor avec de l'argent imprimé pour venir stabiliser les marchés et contenir les coûts d'emprunt. La grosse différence avec tous les autres schémas, c'est que les États-Unis ont le contrôle de la monnaie de réserve mondiale. C'est un contrôle extrêmement puissant, qui peut durer pendant des décennies et qui leur donne beaucoup plus de flexibilité. Du coup, concrètement, en tant qu'investisseur, comment on s'adapte dans ce type de système? En tant qu'investisseur, notre objectif numéro 1, c'est de protéger la valeur de notre portefeuille contre l'inflation et générer des revenus. Donc, on s'adapte en se positionnant sur des actifs résistants comme l'or, en évitant les monnaies trop inflationnistes et en plaçant une partie de notre capital en francs suisses par exemple. Et évidemment, Bitcoin est aussi extrêmement bien placé dans ce type de contexte pour s'affirmer petit à petit comme la réserve de valeur numérique qu'elle devrait être. Bitcoin répond à tous ces problèmes. C'est un actif souverain avec une supply finie et décentralisée. Et je suis pas à dire que Bitcoin remplace le dollar, je ne suis pas de cette théorie, mais en termes d'investissement et de protection de capital sur du long terme, Bitcoin a une casquette exceptionnelle. Il n'a jamais été aussi important que maintenant d'avoir un portefeuille diversifié pour ne pas se faire avaler dans cette spirale. Un portefeuille tout-terrain avec des métaux précieux, des actions qui sont solides, des obligations potentiellement indexées sur l'inflation et évidemment des crypto-monnaies. On entre dans une nouvelle sphère de l'économie rongée par la dette et il va falloir réussir à s'adapter.